Bonjour, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois elle va plutôt s'adresser au quatrième, notamment au quatrième 2, mais pour le quatrième 3 ça peut être aussi un bon moyen de se remémorer la séance de la semaine dernière. Donc on est dans la séance 3, donc qui s'appelle Amour tragique, toujours dans la séquence sur la lettre, donc l'amour par courrier. Donc c'est une séance, pour récapituler un peu, que nous avions commencé en classe, en quatrième 2, dans laquelle nous avons étudié l'extrait des lettres persanes, donc cette fameuse lettre de Roxane à Ouzbek, donc lui parlant de ce qui s'était passé dans le harem, ce qui nous avait permis d'explorer un peu cet univers du harem et cet univers aussi de la lettre, la lettre intime. Donc je vous propose donc un deuxième texte maintenant en lecture et en questionnement. Donc ce texte est un très grand classique de la littérature française qui s'appelle Les Liaisons dangereuses. Donc c'est un texte du XVIIIe siècle écrit par Chodaro de Laclos. C'est vraiment un monument de la littérature française, notamment par le scandale dont il a fait l'objet à l'époque, étant donné que c'est une œuvre assez, vous allez voir, particulière dans la relation entre les personnages. Donc, je vous ai normalement une capture d'écran du texte devrait apparaître sur votre écran, voilà, pour que tout le monde ait bien le bon document, vu que j'ai déjà eu des questions sur Pronote pour savoir sur quel document portaient les questions. Donc il va s'afficher, je vous laisse un peu de temps pour le lire et on se retrouvera après pour parler un peu des questions que je vous les présente. Je vous laisserai un peu de temps pour les faire et ensuite je vous proposerai donc une correction des questions. Après lecture du texte pour parler un peu des questions, donc qui pareil devrait apparaître là au moment où je vous parle sur votre écran pour qu'on puisse suivre de manière un peu plus facile. Donc je vais vous les lire au fur et à mesure, vous expliquer un peu ce que j'attends et ensuite de nouveau je vous laisserai un peu de temps pour y répondre. On se retrouve après et je vous donne un peu donc je vous donne la correction de ces questions. Donc c'est parti. Donc si je vous lis les questions dans l'ordre, la première donc est une question très simple en fait, totalement explicite. Qui est l'émetteur de la lettre? Qui en est le destinataire? Alors, question basique qu'on a déjà faite sur les lettres persanes, mais là avec quand même une petite subtilité, puisque vous l'avez peut-être déjà compris en lisant cette lettre, la manière dont elle est écrite est un peu différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, où c'était des lettres très classiques. Là, si on lit surtout le petit chapeau au-dessus du texte, on comprend voilà, qu'il y a un petit souci au niveau de la situation de communication. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Concernant la question 2, donc, avec qui rompt le personnage qui a écrit la lettre et pourquoi? Alors c'est une question totalement de compréhension, totalement explicite. Donc elle demande de relire le texte et de déduire cette réponse. Donc rien de très compliqué, c'est une question de compréhension comme on en a de façon très classique au brevet. Si je prends la question 3 maintenant, donc quelle phrase est répétée au long de la lettre et pourquoi? Alors c'est une phrase très célèbre des liaisons dangereuses. Alors ce qui m'intéresse justement, c'est que vous arriviez à la repérer. Ça permet d'avancer aussi sur certaines figures de style de la répétition qu'on verra un peu plus tard. Et surtout, voilà, de me dire pourquoi cette phrase est répétée sans cesse tout au long de cette lettre. C'est une phrase voilà, qui a une importance au niveau du sens de la lettre. Je termine avec la quatrième question. Donc, d'après toi, est-ce une vraie lettre et pourquoi? Bon, c'est une question un peu large en fait, pour arriver tout simplement à la définition qui arrivera dans la partie 3, juste après. Donc là, j'aimerais juste votre avis en fait personnel. Pensez-vous que c'est une vraie lettre? Est-ce qu'elle a été écrite par les personnages dont on nous parle dans cet extrait? Est-ce que c'est Chodaro de Laclos qui a écrit ces lettres? Est-ce qu'il s'est contenté de récupérer des lettres déjà écrites, de les mettre en forme et de les publier? Voilà, je vous laisse un peu réfléchir à ça, de tenter un peu de m'expliquer, puis on se retrouve après du coup pour la réponse. Donc je vous laisse un peu de temps, voilà, enfin, quand je dis un peu de temps d'ailleurs, bon, vous n'êtes plus en classe à être chronométré de manière très, très carrée, donc prenez le temps qu'il vous faut, et on se retrouve juste après du coup pour les réponses aux questions et faire un peu le point sur ce texte. Donc si je reprends le texte de manière un peu générale, maintenant que vous l'avez lu, que vous avez répondu aux questions, donc c'est un texte qui pose un souci en termes de situation de communication, puisque, donc si je vous relis le chapeau que vous avez juste au-dessus du texte, Valmont, séducteur cruel, veut rompre avec la présidente de Tourvel. Voici la lettre de rupture que conseille la marquise de Merteuil à Valmont. Donc là, dès le départ, sans même être rentré encore dans le texte, vous avez déjà une situation un peu étrange avec trois personnages différents qui s'entrecroisent. Donc on nous parle de Valmont, qui est qualifié de séducteur, de la marquise de Merteuil, donc qui lui donne des conseils, et de la présidente de Tourvel, qui est un troisième personnage. Donc déjà, ça nous pose un problème, vu que dans une lettre, normalement, on a un émetteur, un destinataire. Là, d'entrée de jeu, nous avons trois noms de personnages.
Donc ça pose un petit souci au niveau de la communication. Donc ça nous amène du coup à la question numéro 1, qui est l'émetteur et qui est le destinataire. Donc on pourrait croire effectivement, vu le contenu de la lettre, que c'est la lettre de rupture. Toutefois, on a 2 indices qui nous montrent que la situation est un peu plus compliquée, que ce n'est pas Valmont qui écrit directement à la présidente de Tourvel, qui l'a séduite tout au long du texte, et qu'il a ensuite jetée, pour être un peu trivial, voilà, du jour au lendemain, donc en lui écrivant cette lettre. Donc là, ce n'est pas une lettre donc, de Valmont directement à la présidente, c'est une lettre de Merteuil donc, qui écrit à Valmont en lui disant ce qu'il doit lui écrire pour rompre. Donc c'est une situation, vous voyez, un peu complexe, sur laquelle on serait très facilement interrogé au brevet, vu que ça demande simplement voilà, de lire donc, 2 éléments du texte. Donc vous l'avez dans le chapeau, on vous dit tout simplement que Valmont donc, veut rompre, etc. On vous dit, voici la lettre de lecture que conseille la marquise de Merteuil à Valmont. Donc là, on comprend bien qu'on est dans une situation de conseil. Il n'écrit pas directement à la présidente. Ensuite, donc, on a une réponse, un autre élément de réponse juste en dessous. Donc, en dessous du numéro de la lettre. Donc, pour ceux qui auraient des difficultés encore sur les chiffres romains, donc c'est la lettre numéro 141. Donc, on vous dit que c'est bien la marquise de Merteuil qui écrit au vicomte de Valmont. Donc là, voilà, il n'y a plus d'ambiguïté possible. Au niveau donc, de l'émetteur, c'est bien Valmont. Pardon, excusez-moi. Au niveau de l'émetteur, c'est bien donc la marquise de Merteuil, je vais y arriver, qui écrit cette lettre. Et donc le destinataire est Valmont. Après, est-ce qu'il se servira de cette lettre pour en écrire une autre ensuite à la présidente de Tourvel pour rompre? Ça, pour l'instant, voilà, cette lettre ne nous le dit pas. Mais en tout cas, voilà, si je récapitule, donc destinataire, c'est bien Valmont. Expéditeur, émetteur, donc la marquise de Merteuil. Si je passe maintenant à la question 2, alors je la reprends avec vous du coup pour pouvoir poursuivre. Donc avec qui rompt le personnage qui a écrit la lettre et pourquoi? Alors là, on est donc sur la suite de la question 1 qui reprend vraiment les mêmes éléments. Donc tout simplement cette fois c'est donc Valmont, on l'aura compris, qui rompt avec la présidente de Tourvel, voilà, qui l'a séduite et donc il ne veut plus, donc il va s'en débarrasser tout simplement. Alors pourquoi? Là c'est un peu plus complexe du coup au niveau du texte. Si on le reprend ensemble du coup pour regarder ça d'un peu plus près, au final, bon, il donne plusieurs raisons différentes, il y en a plusieurs qui sont valables. Il y a l'ennui qui revient, voilà, il le dit clairement au début du texte, enfin Merteuil lui conseille de le dire en tout cas, on s'ennuie de tout mon ange, c'est une loi de nature. Voilà, si donc je m'ennuie aujourd'hui, donc il y a l'ennui. Il y a aussi le fait donc qu'il il se dédouane totalement de cette rupture et en gros voilà il lui dit que c'est de sa faute à elle et qu'au final il n'y a pas de raison. Voilà, c'est un peu le bilan qu'on peut tirer de cette lettre. Au final il y a des raisons, mais quand on arrive tout au bout de la lettre, est-ce qu'il y a vraiment une raison claire qui s'est détachée des autres? Pas vraiment. Donc là voilà pourquoi, au final on ne sait pas vraiment. Voilà, donc il y a plusieurs réponses acceptables. Si vous avez parlé de l'ennui, ça marche. Si vous avez parlé de lassitude, voilà, ça marche aussi. Et si vous dites qu'au final on ne sait pas, c'est une réponse acceptable vu qu'effectivement la lettre est assez embrouillée pour qu'on n'ait pas vraiment de réponse claire et qu'on sente bien que Valmont, voilà, par Merteuil, va essayer, enfin Merteuil en tout cas lui conseille de la perdre entre guillemets dans cette lettre, voilà, qu'elle ne sache à la limite même plus pourquoi. À nouveau, quelle phrase est répétée au long de la lettre? Pourquoi? Alors cette phrase, vous l'aurez vu, elle est très évidente. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas de ma faute. Donc une phrase assez terrible que Merteuil lui demande de répéter sans cesse tout le long de la lettre. C'est ce qu'on appellerait, pour faire un peu de vocabulaire, un leitmotiv, c'est-à-dire une sorte d'obsession qui revient toujours, une phrase qui revient constamment. Donc là on est clairement là-dedans. Alors pourquoi, effectivement, c'est la suite de la question, pourquoi est-ce qu'il lui écrit, pourquoi est-ce qu'elle veut utiliser cette phrase? Tout simplement pour que Valmont voilà, se détache complètement de cette rupture et qu'il fasse comprendre à la présidente qu'en gros voilà, il n'a rien à voir avec cette rupture, en gros, même si c'est lui qui choisit de rompre, c'est assez étrange, mais qu'en même temps voilà, ce n'est pas de sa faute. Voilà, il n'a rien à voir avec ça. Il y a plein d'éléments extérieurs dont il parle, l'ennui qui est naturel, il le dit. Voilà, il y a tous ces éléments qui font qu'au final, il se détache complètement de cette rupture et qu'il répète du coup, on lui demande de répéter ce mot tout le temps pour mettre une distance entre lui et la présidente tout de suite, sans doute aussi pour qu'elle ne cherche pas forcément à comprendre les motifs de la rupture, qu'elle ne cherche pas à le revoir et qu'elle se dise bon, voilà, c'est comme ça, quoi, c'est de la faute de personne, c'est la fin de cette histoire, c'est une rupture, je passe à autre chose. Voilà. Ce qui ne sera pas le cas et ce qui va être beaucoup plus compliqué au final. Si je reprends maintenant donc la question numéro 4,
Alors, d'après toi, est-ce une vraie lettre? Pourquoi? Donc là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Toutes les réponses sont acceptables. Alors, pour donner par contre la vraie réponse maintenant, non, ce n'est pas une vraie lettre, c'est une lettre fictive, hein. C'est-à-dire c'est une lettre qui n'est pas écrite par le personnage lui-même, c'est une lettre qui est bien sûr écrite par l'auteur. Voilà. Alors, si on part maintenant sur la question 4, donc, que je vous relis, donc d'après toi, est-ce une vraie lettre? Pourquoi? Alors, c'est un peu le, le- le fonctionnement de ce genre de lettre, où l'auteur veut donner justement l'illusion que ce sont de vraies personnes qui échangent entre elles, et que finalement nous sommes spectateurs de tout cela, et qu'on sera en possession nous-mêmes de ces lettres qui seraient réelles, et donc que l'auteur serait contenté de nous donner à lire. Alors c'est pas du tout le cas, hein, effectivement. Donc Chodaro de Laclos écrit ses lettres, hein, il crée ses personnages qui n'existent pas. Il écrit ses lettres donc en faisant parler les personnages. Et effectivement, il nous donne l'illusion que ces personnages sont réels, que sont de vraies lettres et qu'ils ont vraiment échangé ces lettres entre eux. Alors que pas du tout, hein. C'est bien sûr lui qui écrit, qui crée cet univers, qui crée ses personnages et qui crée ses lettres. Donc là, voilà, tout simplement pour répondre. Est-ce une vraie lettre? Non. Et pourquoi? Parce que tout simplement, Chodao de Laclos écrit ses lettres, écrit ses lettres et ça lui permet justement de créer un roman, une fiction. Alors maintenant que nous avons fini donc, la partie 2, donc sur la lecture de ce texte et des questions, donc, je vous propose de passer à la partie 3 hein, qui va s'afficher directement sur l'écran pour ceux qui n'auraient pas le document ou ceux qui voudraient suivre un peu mieux. Donc c'est un petit bilan en fait sur ces deux textes que nous avons étudiés assez rapidement, hein. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de rentrer dans le détail. Mais au niveau de ces textes, ce qu'on constate, donc, c'est qu'ils font partie d'un genre littéraire assez particulier en français, donc, qui s'appelle le roman épistolaire. Donc si je vous lis le cours à noter dans le cahier, hein, bien sûr, à la suite toujours dans la partie normale, donc voici le contenu du cours. Donc grand 3, le roman épistolaire. Donc je commence par une petite définition, on va dire, très basique. Un roman épistolaire est un échange de lettres fictives entre plusieurs personnages. Voilà. Alors de 2 à plus, hein, bien sûr, hein. Le roman épistolaire, donc ça va du latin epistola, hein, qui signifie une lettre tout simplement, donc un roman par lettre. Donc la base du roman épistolaire, c'est bien sûr deux personnages hein, qui échangent des lettres, ça c'est le plus simple. Mais effectivement, si l'auteur veut multiplier les personnages, rien n'en empêche, hein. Donc on peut avoir des correspondances un peu croisées comme ça entre les personnages et multiplier les échanges sans aucun problème. Mais la base, vraiment deux personnes, et on peut augmenter après. Important, j'ai souligné, échange de lettres fictives. Donc ce ne sont pas des lettres réelles, ce sont des lettres vraiment écrites par l'auteur dans le but de créer un univers de fiction et une fiction tout simplement. La suite, on donne l'illusion de réalité. On peut faire croire que ces lettres sont vraies et que les personnages et leur histoire ont vraiment existé. Voilà, donc ça effectivement, c'est l'effet que permet le roman épistolaire, hein. On cherche un effet de réel. Ça vous rappellera sans doute des définitions qu'on a pu croiser quand on a travaillé sur le naturalisme et le réalisme. Voilà, donc donner l'illusion que c'est vrai, hein. C'est vraiment ça qui ressort le plus du roman épistolaire. Donner l'impression qu'en fait, nous sommes spectateurs, que nous sommes vraiment en présence de vraies lettres et qu'on rentre dans la vie de ces personnages et de leurs échanges, de leurs problèmes et de leurs conflits. Alors que ce n'est pas du tout le cas, hein, pour le coup. Alors ça peut exister, bien sûr, hein, on en a déjà parlé, notamment au début de la séquence. Donc quand un auteur, un artiste ou même des gens, on va dire lambda, entre guillemets, font une correspondance, échangent des lettres, voilà, ce sont des lettres réelles, hein, sans problème. Là, c'est vraiment une technique littéraire. Je crée des lettres, je les écris et je fais croire du coup que les personnages parlent entre eux. J'ai l'impression que c'est réel, alors que ce ne l'est pas. On est bien, j'ai bien souligné dans le début de la définition, on est bien dans le domaine de la fiction. Pour finir cette définition, donc, alors cela peut permettre à un auteur de critiquer la société ou de contourner la censure sans se mettre en danger. Alors c'est un moyen, hein, un peu comme les fables de La Fontaine lui ont permis de faire passer quelques critiques en douce, entre guillemets. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là, Chodaro de Laclos, quand il écrit ce livre, alors Merteuil et Valmont, donc là on n'est pas encore, on n'a pas vu le détail du texte incomplet, mais sont deux personnages assez, enfin même pas assez, complètement manipulateurs, qui passent leur temps du coup à faire des plans pour manipuler les gens pour arriver à leur fin, qui sont souvent très immorales, hein. Donc c'est la séduction de femmes pour Valmont, voilà, c'est l'objet du texte, hein. Il va s'évertuer à séduire ces femmes pour après voilà, les quitter. Et du coup, voilà, ces personnages sont assez. On est un peu repoussé par ces personnages au final, hein, qui ont une moralité assez douteuse. Ou au contraire, d'ailleurs, on peut les trouver assez intéressants, assez fascinants. Euh, du coup, voilà, Laclos va montrer ces personnages et
Alors, est-ce qu'il va les critiquer? C'est ça un peu l'intérêt, voilà, c'est un peu la clé du texte. Est-ce que Laclos veut qu'on s'attache à ces personnages malgré tout? Veut qu'on comprenne leurs agissements? Est-ce qu'au contraire, il est là pour les critiquer et montrer des comportements à ne pas suivre? Ben voilà, c'est un peu ce qui a interrogé ses contemporains et qui continue à nous interroger. Quel est le regard qu'on porte sur ces personnages? Quel est le regard qu'on porte sur Valmont, Merteuil, sur ces femmes qui sont séduites puis brisées parce que quittées? Voilà, c'est tout l'intérêt de ce texte, hein, alors que vous reverrez du coup sans aucun doute au lycée un peu plus tard. Là on est en quatrième, c'est une première approche du texte, maintenant vous le connaissez, vous savez à peu près les enjeux, vous irez beaucoup plus loin dans ce roman au lycée. Donc si je termine donc là-dessus, pour faire un petit bilan de cette séance, donc on a pu faire beaucoup de choses. On avait commencé donc par Lettres persanes, on avait enchaîné avec Les Liaisons dangereuses, donc deux textes importants du XVIIIe siècle, qui s'inscrivent dans un genre, donc le roman épistolaire. Donc avec cette illusion de réel et l'impression qu'on suit des aventures de personnages qui ont existé, et il y a ce côté effectivement voyeur, hein, où on est dans la peau de quelqu'un qui observe le déroulement de conflits, de problèmes, ou même d'amour, hein, voilà, de manière beaucoup plus simple. Le roman épistolaire n'est pas simplement... J'ai pris deux exemples exprès qui étaient vraiment assez extrêmes, hein, dans les conflits, dans la rupture, mais on peut très bien faire un roman épistolaire fondé sur des lettres d'amour et sur une histoire d'amour, hein, de manière un peu plus joyeuse. Voilà, que les textes que je vous ai proposés, hein, vous connaissez mon penchant pour les textes un peu sombres et qui vous choquent un peu. Pour la séance de langue à suivre, donc, elle sera sur le subjonctif présent. Alors si vous avez récupéré les documents sur le Padlet, hein, ce qui est peut-être déjà le cas, je vous invite à donc présenter tout cela dans la partie langue, à coller la fiche sur le subjonctif présent. Alors je n'ai pas prévu d'exercice, j'ai allégé beaucoup cette séance de langue. Donc tout simplement je vous invite à lire le cours, j'essaierai de faire une vidéo dessus, alors c'est pas une priorité, hein, parce que c'est un cours qui est censé normalement être déjà plus ou moins connu, hein, des années précédentes, donc c'est pas la priorité. J'essaierai quand même de faire une petite vidéo explicative parce que ça reste quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait simple. Donc vous pouvez déjà lire cette fiche et ensuite donc, je donnerai un petit QCM, ça permettra de tester le fonctionnement des QCM sur Pronote. Vers la fin de semaine ou début de semaine prochaine, hein, là je ralentis un peu au niveau du rythme parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui n'ont pas encore accès aux outils, pas encore accès aux vidéos, pas encore accès aux documents. Donc voilà, j'ai pas envie que ces gens, une fois qu'ils auront accès à tout ça, soient surchargés et se sentent noyés par le travail. Donc je vous donne rendez-vous donc, pour peut-être une vidéo sur le subjonctif présent, et dans tous les cas une vidéo sur la séance 4, donc sur les lettres officielles si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et je vous dis à bientôt.